Votre deuxième cerveau se situe dans les intestins. Or, dans nos sociétés, nos intestins sont considérés comme tabous. On n'en parle pas. Les gaz, les protubérances, toutes les maladies qui sont liées au reflux gastrique, toutes les maladies concernant les diarrhées, etc., les selles sont mises de côté. On n'en parle pas, on n'ose pas en parler et on n'ose pas aller voir des thérapeutes pour cela. Or, comme l'intestin se situe dans le deuxième cerveau, il entraîne des maladies qui sont très graves, qui peuvent être très dommageables, alors que des intestins qui sont en bonne santé peuvent nous procurer bonne santé à la fois physique, physiologique, mais également mentale et émotionnelle. C'est ce qu'essaie de démontrer Irina Matveikova. Pourtant, je parle un peu russe, mais là, c'est ce qu'essaie de, mais elle est peut-être polonaise. C'est ce qu'essaie de démontrer Irina Matveikova dans le livre L'intelligence du ventre. Comment fonctionne notre second cerveau. Donc, c'est le deuxième livre du défi 30 jours, 30 livres. Il est exactement, comme vous pouvez le voir, 22h40, pile poil, 41 secondes. À l'heure de Paris, donc on est le mercredi 13 janvier. Donc juste avant, donc il est 22h, ça veut dire que c'est une heure de décalage en Paris, il est 23h, donc juste avant, je termine juste avant que ça ne soit plus possible de terminer. Le livre était assez long, mais je dirais juste que j'en ai pensé à la fin. Irina pratique la médecine holistique. La médecine holistique, c'est le fait de avoir une approche globale de la médecine, donc en utilisant à la fois la médecine dite conventionnelle et la médecine dite non conventionnelle, donc couper les approches. Pourquoi est-ce que les intestins constituent un deuxième cerveau? Elle justifie cette expression qui est en fait une information scientifique et fondée. Dans les intestins, il y a des neurones qui sont similaires aux neurones que nous avons dans le cerveau. Et moi qui pensais au départ qu'ils n'avaient pas la même fonction, alors certes ils ont forcément des fonctions différentes, mais ce sont des neurones similaires et qui produisent les mêmes hormones et les mêmes neurotransmetteurs. Hein, il y a une intelligence propre au deuxième cerveau. Par exemple, un des neurotransmetteurs, c'est la dopamine et la sérotonine. C'est la sérotonine, donc il dit l'hormone du bonheur, une des hormones qui produit des états de satisfaction. J'en ai parlé dans une vidéo, vous pouvez aller voir ce que j'en dis sur les hormones du plaisir. 90% de la sérotonine est produite par les intestins, alors que 10% seulement par le cerveau, c'est énorme. Et on voit que en fait, les intestins et le cerveau s'influencent l'un l'autre. Dès qu'on a peur, eh bien, tout de suite, les intestins réagissent. On a envie de vomir. Dès que, par exemple, on a une baisse de l'estime de soi, donc qui est quelque chose qui se décide dans le mental, eh bien, on va pouvoir perdre l'appétit. Et inversement, hein, si par exemple on a la diarrhée, eh bien, on n'a pas les idées claires, on n'est pas capable de réfléchir, on n'est pas capable de penser. Si on est constipé, ben, on va plus avoir goût à la vie, etc. Voilà, si on a un côlon qui est irritable, on va avoir voilà, ces problèmes de volonté de maîtrise, etc. Puisque nous-mêmes, on ne maîtrise pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce qu'elle dit. La philo orientale possédait déjà ce savoir sur les intestins. Par exemple, c'est le sens du mot harakiri. Hara qui signifie l'énergie qui vient du ventre. Et en fait, l'harakiri, c'est le fait de couper le ventre. Donc, c'est porter atteinte à l'énergie de la personne, donc de la tuer. Voilà. Et par exemple, le tai chi ou toutes ces pratiques d'arts martiaux, etc., c'est une manière en fait de mettre l'équilibre au niveau du ki. Hein, donc la médecine chinoise, eux, c'est pour le ki, c'est l'énergie qui se trouve ici. Donc de faire en sorte d'avoir l'équilibre à ce niveau-là. C'est ce que les Japonais appellent l'aragei. Voilà. Quelques données, essayez donc de comprendre un peu ce qu'elle veut dire par qu'est-ce que c'est que le système et l'appareil digestif. Alors il fait à peu près 12 mètres. Au niveau de si on le mettait à plat, ça correspondra à 300 mètres carrés, donc un court de tennis, ce qui est quand même assez immense quand on y pense. Il présente des plis avec des villosités et des micro-villosités. Nous sommes principalement des êtres vides à l'intérieur, hein, pour justement faire en sorte que la nourriture passe et s'en aille. Une des fréquentes pathologies qu'on rencontre, les intestins, c'est ce qu'on appelle la
colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin, je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce qu'elle disait, mais en tout cas c'est la colopathie fonctionnelle, c'est une des principales pathologies qu'on va rencontrer. C'est une anomalie qui n'est pas structurelle, elle est conjecturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour elle, notre intestin est programmé, on est programmé à manger certains types de nourriture. Tous les bébés, lorsqu'ils naissent, leur intestin, il est prêt à manger et à tout digérer, mais on va peu à peu leur apprendre à digérer certaines choses, par exemple, entre les personnes qui vont manger des mets épicés depuis leur tendre enfance et des personnes qui vont pas manger de mets épicés. Donc dès qu'elles mangeront des mets épicés, ça va peut-être perturber leur digestion. Voilà. Or, cette maladie, la colopathie fonctionnelle, 15% de la population 10 à 15% de la population européenne en souffre et 15% en Asie. Elle provoque des douleurs, de la diarrhée, de la constipation, un déséquilibre de la flore intestinale et évidemment des troubles émotionnels, comme on l'a vu, puisque si vous êtes impacté à ce niveau-là, vous êtes impacté à ce niveau-là automatiquement. Et ça peut arriver très 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 vite, hein, avec, on verra pourquoi, avec un léger décalage des fonctions. Tout crée en fait une mauvaise digestion qui commence au niveau de la bouche, et bien ça crée une mauvaise digestion au niveau de l'estomac, qui crée une mauvaise digestion au niveau des intestins, et le cercle vicieux commence. Selon elle, en très résumé, ce qu'elle propose comme approche pour résoudre ce problème, pour elle, il n'est pas nécessaire de prendre des, que ce soit par exemple pour la constipation, des médicaments. Ce qu'il faut, c'est avant tout pratiquer l'hydrothérapie de côlon, c'est-à-dire du côlon, c'est-à-dire une eau distillée avec des probiotiques. La distinction entre probiotiques et prébiotiques est simple. Les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries saprophytes. Les bactéries saprophytes, en fait, ce sont des bactéries qui mangent des bactéries mortes. Et donc, elles sont considérées comme des bonnes bactéries pour le corps humain. Donc, des probiotiques. C'est pour ça qu'elles sont considérées comme bonnes, parce que justement, elles mangent les détritus. Voilà, contrairement au parasite qui, lui, se nourrit des bactéries vivantes et donc colonise son hôte. Voilà. Et les prébiotiques, ce sont précisément des molécules qui vont permettre en fait la génération, la régénération justement de ces probiotiques. Voilà, comme par exemple l'inuline qu'on retrouve dans les pruneaux, mais pas que. Notre société, il y a vraiment un tabou de société pour les intestins, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Elle prend par exemple l'exemple de l'Égypte antique où l'anus du pharaon était quelque chose de sacré et on mettait uniquement un tuyau d'or pour justement puiser et mettre de l'eau, etc. à l'intérieur pour purifier ça. Il faut réapprendre à comprendre cette partie du corps et avoir en tête que c'est normal de déféquer. Qu'est-ce que j'ai appris au niveau de l'estomac? L'estomac, on peut faire un petit schéma comme ça. Je pense qu'il manque des schémas dans le livre d'ailleurs. C'était une petite critique que j'aurais à faire au livre. Simplement quelque chose d'assez gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'estomac, en fait, il y a une fonction qui est de produire de l'acide chlorhydrique, qui est capable de dissoudre du métal et des choses très puissantes. Quelques heures suffisent à dissoudre du plastique. C'est celui-là même qui est responsable de la brûlure d'estomac. Mais en fait, normalement, il est dosé pour faire en sorte qu'il ne laisse pas passer les principales bactéries. C'est vraiment un système de défense ingénieux que notre corps a mis en place. Pour les crampes d'estomac, elle recommande les tisanes de feuilles de menthe poivrée. Apparemment, ce sont des remèdes qui ont fait leur preuve. Et les jus de pommes de terre contre les gastrites. L'intestin grêle, quant à lui, donc on a d'abord l'œsophage, l'estomac, ensuite l'intestin grêle. L'intestin grêle est composé de 3 choses. Il est composé 1 du duodénum, 2 du jejunum et enfin 3 de l'iléon. À ce moment-là, les aliments sont soumis à 2 choses, à la bile du foie qui permet la digestion des graisses et ainsi que au suc des pancréas qui permet les échanges enzymatiques à l'intérieur de l'intestin grêle. Et il permet l'absorption de certains micronutriments. Enfin, voici comment se présente le côlon. Ça, c'est le grand côlon qu'on va retrouver justement juste après l'intestin grêle, avec ici, du coup, la fin de l'intestin grêle, qui avait commencé avec le duodénum, qui était lui-même la fin de l'estomac. Voilà. Et qui se termine ici jusqu'à l'anus en passant par le côlon sigmoïde. Elle explique que ce que c'est que de la matière fécale. La matière fécale, en fait, c'est 50% de bactéries qui se trouvent déjà
dans les intestins et qu'on consomme aussi dans la nourriture que nous avalons. La structure du gros intestin est très différente de celle de l'intestin grêle puisqu'il n'y a pas de microvillosité. Il y a des bosselures qu'on appelle des ostractions. Et en fait, la fonction de ça, c'est de recevoir une quantité de matière. Ça permet de se plier, de se déplier, de se replier, d'être très mobile. Une des raisons pour lesquelles cette maladie est taboue, c'est que dans les gros intestins, il y a peu de récepteurs nociceptifs. Les récepteurs nociceptifs sont les récepteurs qui déclenchent la douleur, d'où le fait que ce sont souvent des maladies qui sont silencieuses et qu'on n'a d'autant plus pas envie d'écouter. D'abord par la pression sociale et ensuite parce que ces maladies-là ne nous donnent pas de signaux fonctionnels qu'on peut vérifier immédiatement. Or, des dégénérescences qui peuvent arriver sont par exemple les polypes intestinaux. Les polypes intestinaux dont elle montre une figure ici, qui est justement le fait une concentration de bactéries et de micro-organismes nocifs pour notre organisme. Les problèmes digestifs sont importants et ne sont pas à négliger. On a de plus en plus d'autisme dans la société. Or, les personnes qui sont autistes, donc on a de plus en plus, pourquoi? Parce qu'il y en avait il y en a une naissance sur 166 aujourd'hui, contre il y a 50 ans, un enfant sur 1000. Donc c'est une augmentation de quasiment 100%. 90% des enfants ont des problèmes digestifs, 90% des enfants autistes ont des problèmes digestifs, ainsi que les personnes qui ont des troubles de l'attention. Je me souviens bien d'une émission avoir vu une fille qui avait un trouble de l'attention, et la seule chose qu'on pouvait lui donner, c'était justement un régime cétogène. Le régime cétogène qui est un régime à base de graisse, de viande et de légumes qui permettait d'éviter les glucides, etc. Ce dont se nourrissent beaucoup les bactéries dites néfastes dans le gros intestin. On a tout un tas de toxines qui peuvent s'amasser dans ce gros intestin si on ne fait pas attention à notre alimentation. Si par exemple on commence à manger trop vite, l'indole, le scatol, le mercaptan, par exemple, le mercaptan c'est un gaz qui est utilisé pour avoir les odeurs du gaz justement, parce que quand le gaz normalement il est inodore, pardon, et justement ça permet de sentir tout de suite qu'il y a une fuite de gaz, et que ça se retrouve dans notre estomac, c'est pas forcément bon signe, voilà. Un petit détour par la constipation, j'ai appris que une personne sur 7 souffrait de constipation, et donc c'était quand même assez un problème presque de société. Comment faire pour se débarrasser de la constipation? Selon elle, il faut se masser 10 minutes le matin en appuyant justement sur nos intestins et en essayant de déféquer, en se forçant à le faire, pareil, en mettant ses pieds sur un petit banc pendant environ 3 semaines. Les remèdes à ça, la constipation, il ne faut pas prendre de laxatifs pour la constipation. En fait, les laxatifs créent un effet, un cercle vicieux. Ils n'éliminent pas la couche de mucus saturé de toxines qui se trouvent dans les intestins et ils déshydratent et perturbent la digestion. Il permet le péristaltisme à court terme. Le péristaltisme, c'est simplement le fait que l'intestin se contracte pour justement faire partir les selles. Certes, ça le fait à court terme, mais en fait, ce sera comme une béquille sur le long terme puisqu'on va dire à l'estomac à quel moment il faut le faire par ce médicament et pas par lui-même. Voilà, et donc à la fin, ça va favoriser les rétentions fécales. Donc voilà, donc pas non plus d'utiliser les suppositoires à glycérine, pas forcément non plus les tisanes qui fonctionnent comme des laxatifs, en fait, qui auront le même effet néfaste. Elle propose des sels de magnésium, un peu d'huile d'olive dans une poire, voilà, et évidemment l'hydrothérapie du côlon. Ne pas manger évidemment de fibres. Alors ça c'est le paradoxe parce que les fibres on pense que c'est généralement bon pour la santé, ce qui est le cas, mais dans un estomac qui est déjà on va dire encrassé, qui contient déjà beaucoup de matière fécale, les fibres vont simplement ajouter à la matière fécale et ne vont pas permettre le bon péristaltisme et le bon fonctionnement des selles. Alors l'hydrothérapie c'est quelque chose qui est toujours efficace. Elle a été oubliée pendant quelques temps, mais elle a été remise au goût du jour, notamment par le docteur Kellogg, le même qui a la société de céréales Kellogg's, qui a en fait en réalité œuvré beaucoup pour l'hydrothérapie du côlon, qui est une technique assez puissante dont elle fait la promotion. C'est vraiment sa technique miracle qu'elle permet d'utiliser. En fait, simplement, on va prendre de l'eau avec des sels minéraux, on va le mettre à l'intérieur de l'anus et l'eau, on va
faire s'écouler l'eau, 20 à 30 litres d'eau, comme ça, jusqu'à ce que ça tout s'en aille. Ça prend 35 à 45 minutes. C'est c'est relativement confortable. Pardon, c'est relativement peu douloureux. Par contre, c'est inconfortable. Notamment, elle raconte comment ses patients, parfois, sont pris d'émotions assez incroyables au moment où elle fait ça. La microflore intestinale, pour améliorer sa microflore intestinale, il ne suffit pas de prendre des yaourts avec des probiotiques, parce que les yaourts contiennent des probiotiques en très petite quantité, et on l'a vu, l'estomac crée de l'acide qui détruit en fait la plupart des bactéries, etc. Il va y avoir une infime partie des probiotiques du yaourt qui vont pouvoir passer, et même à ce niveau-là, au niveau du duodénum, il y aura les sucs du pancréas ainsi que la bile qui va aussi en partie les digérer. Donc ceux qui vont passer sera une quantité infime, donc ce sera pas suffisant pour changer, modifier la composition de vos intestins si elle est néfaste. C'est plutôt un remède qu'on peut utiliser, mais uniquement sur le long terme quand on a déjà des bons intestins. Enfin, elle parle également du reflux gastro-œsophagien, le fait qu'on ait des remontées d'acide de temps en temps. En fait, cela vient de la pyrosis. La pyrosis, c'est comme une sorte de main, un muscle qui se situe juste en dessous de l'œsophage, comme ça, puisque l'estomac, comme on l'a dit, génère de l'acide, et bien cet acide ne doit surtout pas remonter. Hein, c'est cette main, ce muscle qui permet, par exemple, le fait que quand on fait la poire ou quand on se met comme ça, il n'y a pas du tout de remontée, de aucun acide, de rien du tout, on sent absolument rien. Sauf que parfois, eh bien, sous le fait d'une mauvaise digestion, si on a mangé trop vite, si on a mangé des aliments qui n'étaient pas adaptés à notre condition biologique, eh bien, ce muscle va avoir tendance à s'étioler, il va s'étirer et il va s'ouvrir progressivement et il va laisser passer les reflux gastriques. 15% des habitants des pays développés sont victimes du reflux gastro-œsophagien, ce qui est quand même plutôt énorme. Les causes de ce reflux gastro-œsophagien, la mauvaise nourriture, etc., la junk food, voilà, globalement tout ce que on considère mauvais pour la santé. Évidemment, ce qui peut compliquer aussi, c'est Helicobacter pylori. C'est une petite bactérie qui est la seule, probablement, du vivant, connue à ce jour, qui résiste justement à l'acide de l'estomac et reste dans l'estomac. Donc cette bactérie peut influencer sur le reflux du gastro-œsophagien. Voilà, ainsi que prendre les anti-inflammatoires, également des produits laitiers. Enfin, le rôle du foie. Quel est le rôle du foie? Le foie sert avant tout comme un détoxifiant, mais pas que. Il crée et génère les micronutriments dont on a besoin. Également, il produit la bile. Alors la bile, moi je croyais que c'était une sorte de liquide jaune. Probablement c'est le cas. En fait, c'était une appellation plus usitée. En fait, pas du tout. La bile, ça permet de digérer les graisses. Voilà. Et en fait, un foie gras, c'est un foie qui a une bile qui au lieu de digérer les graisses, eh bien, elle est anormalement concentrée en gras, en cholestérol, et c'est un foie qui est anormalement concentré en gras. Voilà, et elle conseille pour nettoyer et drainer le foie de faire des jeûnes, d'aller aux toilettes pendant une journée pour justement enlever ce liquide vert, et de faire évidemment une hydrothérapie du côlon. Chapitre 13, enfin, elle parle de digérer et de vieillir. Évidemment, le vieillissement, c'est quelque chose qui est un facteur de risque, d'énormément de risques. Toutefois, eh bien, nos cellules sont faites pour durer dans le temps. Elle prend l'expérience de Alexis Carrel, qui avait pris une partie du tissu cardiaque d'un poulet et qu'il avait d'un embryon de poulet et qui avait continué à faire vivre pendant plus de 20 ans ce tissu cardiaque, alors que ça va bien au-delà de la vie d'un poulet. Et ça avait tendait à montrer que nos cellules s'auto-régénèrent si on leur donne les bons micronutriments, si on fait en sorte d'avoir un milieu qui est peu pollué par des bactéries. Pour rester jeune, ce qu'elle conseille, c'est de faire du sport, de jeûner, de manger des aliments sains, des légumes, éviter les produits laitiers, sauf peut-être les yaourts riches en probiotiques. Elle conseille, pour favoriser le péristaltisme, la respiration intégrale, c'est-à-dire le fait de respirer non pas par l'abdomen, mais par le ventre. Et ça permet justement de mettre en place ce processus de digestion et ce processus de péristaltisme. Alors, ma pratique du livre, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Le livre était assez long, assez difficile à lire pour moi à certains passages. Sinon, c'était pas trop mal. Bon, parfois, il y a quand même pas mal de témoignages qu'elle prend.
parfois assez intéressants, parfois c'est vraiment voilà, des petits passages comme ça en italique, parfois c'est vraiment de l'autopromotion, je trouvais. Voilà, le langage est correct, même si pour moi, voilà, je suis pas médecin, donc j'ai peut-être dit des bêtises encore une fois, donc corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça a confirmé mon intuition sur les intestins. J'en ai appris un peu plus sur comment ça fonctionnait. Évidemment, je suis pas médecin, j'ai pas fait d'études de médecine, donc tout ce que je dis, c'est pas du tout à prendre comme des conseils médicaux, simplement comme mon résumé de ce que j'ai compris du livre. Si quelqu'un a compris le livre autrement, il le dira sans doute. J'ai apprécié parce que l'auteur, je la sens honnête dans sa démarche. À la fin, elle parle de l'intelligence du corps et comment le corps, en fait, il est capable de, si on donne les bonnes conditions, de vraiment bien répondre, d'être très content, d'être très heureux, de nous mener très loin. Évidemment, le rôle des émotions à ne pas négliger. Les émotions, c'est crucial, capital. Et en fait, les intestins gèrent nos émotions autant que le cerveau. Et donc, donner ces intestins à quelque chose de le meilleur, c'est vraiment se sentir soi-même plus en forme. C'est tout le paradoxe en fait de cette maladie qui est enfin, de ces problèmes qui sont des tabous dont on n'en parle pas, et en fait le fait d'en pas en parler, bah ça règle pas le problème et on avance comme ça dans un cercle vicieux. Et apparemment cette hydrothérapie du côlon que j'aimerais bien tester finalement, le but, elle l'a dit, le but c'est que si vous allez voir quelqu'un qui vous permet de nettoyer vos intestins, je serai très heureuse. Je pense que c'est un peu, ça a un peu fonctionné sur moi. Et apparemment, on se sent vraiment léger, incroyable, heureux. Et tous les patients qu'elle semble avoir guéris, qui avaient des problèmes parfois très très graves, parfois très gênants en tout cas. Par exemple, quelqu'un, je me souviens, il y a un témoignage dans lequel elle dit quelqu'un qui tout d'un coup, il avait une diarrhée immense. Et c'était son collègue qui était obligé d'aller le prendre pour aller le mettre aux toilettes parce que c'était pas possible quoi. C'était trop gênant, ça peut être trop, il était dans l'inconfort, enfin psychologiquement il a machin. Et malgré ça, il a pu se relever grâce à cette hydrothérapie du côlon et à reprendre confiance et goût en la vie, comme d'autres personnes. Voilà. C'est également elle dit qu'elle est une médecin de star, mais qu'elle ne dévoile pas voilà leurs petits problèmes. Voilà. Le défi continue. C'était pas facile celui-là. J'ai aucune idée de si je vais réussir ou pas. Je sais pas quel livre je vais prendre, mais je vais commencer maintenant parce que c'était très très